Bonjour à tous les amis de Corporate Women in Leadership. Je suis Valérie Renard. Je suis ravie de commencer cette nouvelle rencontre avec deux femmes d'exception, Nina Baka et Evelyne Dior, que vous allez découvrir dans quelques instants, sur un thème qui nous concerne tous à un moment ou un autre de notre vie, la sécurité financière. Donc, on va ensemble en discuter. On va répondre à toutes vos questions puisqu'on est en live sur le Facebook de Corporate Women in Leadership. Et pour commencer, eh bien, une petite vidéo pour... Alors, je vous présente mes deux invités, donc Nina Baka et Evelyne Dior. Bienvenue à vous, mesdames. Merci. Merci Valérie. Comment allez-vous aujourd'hui, respectivement, à Dakar et à Paris? Très, très bien, ça va. Très bien à Dakar, il fait très chaud aussi, mais on va très, très bien. Bon. Alors, avec vous, je vais avoir le plaisir cet après-midi de parler de sécurité financière. Donc, c'est un sujet, comme je le disais, qui nous concerne un peu tous, et plus particulièrement cette période de Covid-19 où on a vu un certain nombre d'entreprises avoir l'obligation de mettre au chômage partiel une partie de leurs salariés, une partie des entrepreneurs aussi qui ont beaucoup souffert pendant cette période. Donc, a posteriori, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Comment on aurait pu gérer ça mieux? Enfin, en tout cas, vous allez répondre à toutes nos questions cet après-midi, à toutes les questions de nos interlocuteurs, enfin, il y a des gens qui vont regarder cette vidéo en live sur le Corporate Women in Leadership Facebook. Alors, on va commencer avec une première question qui va s'adresser à chacune d'entre vous. Mais avant d'attaquer les questions, je voudrais déjà que vous puissiez vous présenter toutes les deux, puisque nos spectateurs ne vous connaissent pas forcément. Donc, bien, Nina, on va commencer avec toi. Avec plaisir. Déjà, merci de m'inviter ici et c'est un vrai honneur pour moi. Donc, je suis Nina Baka, je suis d'origine togolaise et je vis en France depuis une vingtaine d'années à peu près. J'ai fait mes études en France et ces 10 dernières années, j'ai travaillé en tant que chef de projet et directrice de projet en informatique où mon rôle consistait à piloter un projet pour veiller à leur bon avancement, travailler avec les différents équipes, gérer notamment les délais liés à ces projets, la qualité en fait des différents livrables et puis le budget qui nous concerne tous en tant qu'individus et puis en tant qu'entreprise également. Et maintenant, je travaille en fait en tant que consultante en gestion de finances personnelles où j'accompagne les hommes et les femmes à mieux gérer leur budget, à le maîtriser et surtout à l'optimiser pour des lendemains meilleurs parce que je me suis moi-même rendu compte de l'importance en fait d'avoir des finances saines en fait. Et autour de moi, il y avait énormément de gens qui se questionnaient en fait par rapport à leur budget et voilà ce que je peux dire de moi. Globalement. Merci Nina. Alors on est au cœur du sujet avec toutes tes activités. Et donc alors on va avoir un autre regard sur ce sujet-là qui est celui d'Evelyne. Donc Evelyne que je ne devrais même plus avoir à présenter pour tous les Sénégalais tellement elle est connue ici. Bon, je ne sais pas quoi répondre à ça. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation et puis je suis ravie encore une fois d'intervenir avec ce groupe, le Corporate Women in Leadership. Alors moi, ma petite histoire, c'est celle d'une ancienne littéraire qui finalement travaille dans la finance. J'ai découvert la finance sur ma première expérience professionnelle, c'était à Paris, pour le groupe Société Générale où je travaille à l'inspection. Et l'inspection, c'est un corps d'audit et de conseil au sein de la banque. Et on fait un peu le tour de toutes les activités de financement, toutes les filiales du groupe. Et c'est là vraiment que je me rends compte du rôle de la finance dans tout ce qu'on fait, que quand on est un individu, c'est grâce à la finance qu'on peut consommer, acheter un bien immobilier. Quand on est une entreprise, c'est grâce à un financement qu'on peut développer ses projets. Et je me rappelle spécifiquement d'une des missions que j'ai eues à l'époque.
qui m'a fait découvrir la banque d'investissement et tous les types de financement, les financements d'actifs, de projets, le financement par equity. Et c'est vraiment à ce moment-là, je me rappelle que je me dis que j'ai vraiment envie de ne plus être du côté de l'audit et du conseil, mais de faire ça à temps plein et de mettre les mains à la pâte, mais en Afrique. Et je prends à ce moment-là la décision de rentrer au Sénégal, dans mon pays d'origine. Et donc, c'est le moment, c'est l'année où le fonds 6, le fonds souverain d'investissement, est en train de se mettre en place. Et donc, j'ai passé 5 années excitantes à investir pour le compte de l'État dans divers types de projets, que ce soit des centrales solaires, de l'industrie, des projets étatiques, des projets d'infrastructure. Et il y a vraiment, là, à ce moment-là aussi, je me rends compte que j'ai vraiment une passion pour l'entrepreneuriat et que je compte pas mes heures quand je suis en train de travailler sur un projet privé mené par un entrepreneur sénégalais. Et donc, en 2017, je rejoins le Money Investment Club qui venait de se former en tant que membre. Donc, on travaille à la structuration du fonds, on réfléchit, on y travaille pendant quelques mois. Et au moment de lancer le fonds, pour moi, c'est tout à fait naturel de rejoindre l'aventure à temps plein. Et donc, depuis 2019, je gère 8 Capital, qui est un fonds d'investissement 100% orienté genre. On est le premier de la sous-région à être dédié 100% aux femmes. Et puis, c'est une aventure vraiment passionnante. On est au quotidien en train d'apporter quelque chose aux entrepreneurs. On rend possible les choses grâce à notre investissement. Et puis, il y a tout le volet de Women Empowerment. On pousse aussi les femmes à investir avec nous, mais ça, j'aurai l'occasion de détailler un peu plus. Donc, voilà pour ma petite histoire. Donc aujourd'hui, on va parler sécurité financière, on va parler femmes dans l'investissement, on va parler entrepreneuriat. Donc vraiment, c'est le moment. Connectez-vous, venez nous rejoindre en live sur le Facebook de Corporate Women in Leadership parce que vous avez en face de vous 2 femmes d'exception avec lesquelles on va avoir une discussion passionnante. Alors mesdames, on va commencer avec notre première question. On a dit qu'on parlait de finances personnelles aujourd'hui. C'est un sujet assez délicat à aborder. Quelle serait votre définition à toutes les deux? Nina, est-ce que tu pourrais nous en dire? Alors, je dirais en fait pour moi les finances personnelles, en fait, c'est l'équilibre qu'on arrive en fait à trouver entre le budget, en fait, son budget personnel, et le budget, c'est quoi? C'est simplement les revenus qu'on a, les dépenses en fait qu'on met en face, et leur planification surtout, et retenez ces 2 mots-là, leur planification et leur optimisation dans le temps. Donc, au-delà du budget, on a également l'épargne, ensuite les investissements qu'on va pouvoir mettre en place en fait pour développer son patrimoine, et tout ça, ça repose vraiment sur des objectifs financiers qui sont SMART. SMART, c'est quoi? Je pense que la plupart des gens le savent, mais c'est des objectifs qui vont être spécifiques, mesurables, qui vont être atteignables, également réalistes et puis temporels. Voilà. Voilà pour moi la définition des finances personnelles, et ça repose vraiment sur ces 4 piliers-là. Ok, alors merci à toi. On voit que c'est quelque chose qui n'est pas du tout intuitif en fait, les finances personnelles. Hein. C'est bien plus organisé que ce que beaucoup d'entre nous peuvent penser. Mais on va rentrer dans le détail. Et toi, Evelyne, alors, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme définition? Un peu comme Nina, hein, les finances personnelles, c'est la capacité pour moi à gérer son propre portefeuille pour se sentir à un moment en sécurité financière. Pour moi, c'est beaucoup de prévoyance. Il faut être prévoyant par rapport à ses besoins dans le futur. Donc, on aura des besoins de dépenses à court terme, à moyen terme et à long terme. Et par rapport à ces différents objectifs qu'on se fixe, on a des stratégies d'investissement différentes. Si j'ai un besoin plutôt court terme d'acheter, un canapé, le compte d'épargne peut servir à constituer la finance pour cet achat. Si dans 5 ans, je pense que j'ai envie de retourner à l'école faire un MBA, c'est un besoin plutôt moyen terme. Donc, il faut que je me pose la question aujourd'hui de la stratégie d'investissement que je mets en place. Et dans ce cas, peut-être que le compte d'épargne n'est plus adapté parce que pas assez rentable. Et une vision plus long terme serait un cas extrême, c'est à notre retraite, quel objectif on a en termes de niveau de vie, quelle est notre espérance de vie entre à partir du moment où on sort du monde du travail et qu'on n'a plus de revenus
réguliers. Et donc, il faut absolument que dès maintenant, le plus tôt possible, on commence à se dire, il faut que j'ai une stratégie d'investissement dans ce sens. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être des actions cotées en bourse, comme ça peut être des actions dans des entreprises détenues de façon privée. Mais en tout cas, la meilleure façon de gérer ce portefeuille personnel, c'est d'avoir une vision très diversifiée et puis de ne surtout pas avoir trop de cash sur le compte d'épargne parce que c'est un peu le moyen de financement le moins rentable. Mais ça, c'est le côté financier et banquier qui parle chez moi. Dans des pays comme le Sénégal ou j'imagine dans beaucoup de pays d'Afrique où on a 11% de la population qui est bancarisée et 70% des activités qui sont dans de l'informel. Quand on parle de pas avoir beaucoup de cash sur son compte bancaire, ça je l'entends bien. Mais pour le coup, qu'est-ce qui se passe en termes d'organisation justement des finances? C'est vrai que l'épargne, ça devient un sujet qu'on a vraiment déjà de quoi vivre. Donc, ça élimine la majorité de nos populations dans les pays dans lesquels on vit. Mais moi, je me rappelle toujours d'une phrase que ma mère me répétait en grandissant. Elle me disait, même si tu gagnes 25 francs par mois, utilise les 20 francs et garde les 5 francs. Et c'est ce que sa mère lui disait à elle aussi. Donc, il faut pas non plus seulement se cacher derrière le bon, j'ai pas assez de revenus, donc je n'épargne pas. Je pense que c'est important d'avoir cette discipline. Et même dans l'éducation, il faut l'inculquer aux enfants. C'est pas pour rien qu'on a ces petites tirelires très mignonnes dès le bas âge. C'est aussi une façon pour nos parents de nous apprendre ce geste qui nous permet de grandir de façon sereine et une fois qu'on commence à travailler, d'épargner. Si je prends le cas spécifique du Sénégal, j'ai préparé quelques données dessus. On est un pays pauvre. Il y a vraiment une toute petite partie. Enfin, les données officielles montrent qu'il y a 14%, que l'épargne représente 14% du PIB national. C'est plutôt bas, c'est même bas par rapport à la moyenne africaine où c'est plutôt 18%. Et pour un peu comparer, en Europe, la moyenne est de 25%. Donc on a un taux d'épargne qui est bas. Il y a eu une étude récente d'une des directions du ministère des Finances qui a interviewé un certain nombre de Sénégalais et étonnamment, un tiers des Sénégalais déclarent épargner, mettre de l'argent de côté de façon régulière tous les mois. Et donc la répartition, elle est similaire en milieu rural et en milieu urbain. Mais il y a une petite différence entre les hommes et les femmes. Étonnamment, il y a plus de femmes qui épargnent. Elles sont à peu près 38% contre 33% chez les hommes. Mais après, ça ne veut pas dire non plus que les femmes ont plus d'argent ou autre. Elles sont plus nombreuses à épargner. Quand on regarde la destination de cette épargne et aussi comment elle est constituée, on se rend compte que bon, c'est pas non plus fait de façon très optimale. L'épargne, elle est essentiellement faite pour consommer. 62% de l'épargne, c'est pour des biens de consommation. Ensuite, il y a une bonne partie quand même, 27%, pour le démarrage d'une activité ou un investissement dans une activité déjà existante. Donc ça, c'est en lien aussi avec toute la difficulté de l'accès au financement des entrepreneurs dans nos pays. Beaucoup d'entrepreneurs sont obligés de financer eux-mêmes leur activité parce que ils sont pas éligibles au financement classique. Et puis l'urgence médicale, l'urgence maladie, ça, je ferai un peu le lien dessus, je pourrais détailler plus tard. Le travail étant majoritairement informel dans nos pays, les gens couvrent eux-mêmes leurs dépenses de santé et donc l'épargne va aller couvrir ça souvent. Et donc il y a seulement 12% des épargnants déclarés qui épargnent juste pour développer leur patrimoine. Et quand on regarde, je disais tout à l'heure que cette épargne n'était pas optimale, c'est parce que essentiellement cette épargne, elle est faite à domicile, ils gardent l'argent à la maison et surtout c'est les tontines. Alors moi je suis une anti-tontine parce que j'aime l'argent et la tontine ne porte pas de fruits. Donc on met l'argent dans la tontine, donc ça nous permet d'épargner, mais on n'a aucun intérêt. Donc je pense que l'effort qui est mis dans les tontines pourrait être cette discipline qu'on a à chaque mois mettre un peu d'argent dans une tontine. On devrait appliquer la même discipline à mettre de l'argent dans un compte d'épargne. Alors c'est vrai que en général les gens ne savent pas comment s'y prendre, ils n'ont pas forcément de compte en banque et il y a une méconnaissance des outils financiers disponibles. Mais même au niveau des microfinances, il y a des comptes d'épargne disponibles. Donc je pense qu'il y a tout un travail aussi de sensibilisation et d'éducation à faire pour que ces épargnants de revenus moyens
puissent tirer un peu de profit de cette épargne et se continuer un patrimoine qui croît avec le temps. Alors Nina, justement, toi, c'est le cœur de ton activité de pouvoir conseiller, comme le disait Evelyne, les gens qui ne savent pas comment s'y prendre ou qui effectivement n'ont pas toujours le minimum ou se cachent derrière l'excuse de dire oui, mais moi je peux pas épargner. Des gens qui effectivement peuvent être salariés puis qui se retrouvent avec à la fin du mois des difficultés ou même avant la fin du mois, comme on en parlait dans notre dernière discussion. Quels sont tes conseils et comment toi tu t'occupes de ces gens? Ouais. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, une fois qu'ils ont eu leur salaire, le premier réflexe, c'est de dépenser, en fait. Et c'est la chose vraiment à ne pas faire. Donc, le réflexe, on a notre salaire qui tombe. Et des fois, même, on devient esclave, en fait, de ce salaire-là, parce que des fois, dès le 20 du mois, on est devant le compte bancaire à se dire, ah oui, il va tomber, il va tomber. Et une fois qu'il est arrivé, bah, des fois, ça rentre dans un trou parce que on a déjà on n'a pas anticipé en fait les différentes dépenses. Il y a un très bon livre de George Samuel Crane, L'homme le plus riche de Babylone, où l'un des premiers principes en fait qu'il donne, c'est de se payer en premier. Il faut considérer en fait que quand on a le salaire, en gros, il nous permet en fait de nous payer nous-mêmes en premier. Et une fois qu'on s'est payé en premier, on peut faire en fait les différentes dépenses. Donc la chose la plus compliquée en fait pour les gens, c'est ce premier point-là, c'est qu'ils ne savent pas épargner, mais ils voient l'épargne en fait comme je sais pas quelque chose de lourd ou qui vient en fait imputer en fait leur salaire. Alors qu'en réalité, s'ils le voyaient comme le fait là de se payer en réalité soi-même, parce que les dépenses qu'on fait, le loyer qu'on paye, on le donne en fait au propriétaire, on va payer les charges, enfin les frais de la banque, etc. En fait, on distribue notre argent à tout le monde et on s'oublie nous-mêmes en fait. Et mon père dit toujours, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et il faut penser ça, il faut vraiment se payer en premier. Et c'est le rôle en fait essentiel de l'épargne et j'insiste vraiment là-dessus. Ensuite, ce qui se passe, c'est que on fait confiance en fait à notre mémoire, à notre compte bancaire. On voit qu'il y a un solde positif en fait sur le compte et on se dit ah mais tiens j'ai de l'argent. Mais non, en fait, notre cerveau en fait n'est pas en capacité d'ingurgiter en fait toutes les informations, de se dire ok le loyer c'est 700 euros, les frais de bouffe pour les enfants, l'électricité, le téléphone c'est ça, et en fait on fait confiance aveuglément en fait à notre compte bancaire et on se dit ah il me reste encore 200 euros et je crois que je vais avoir 150 euros qui arrivent, admettons, et ce qui se passe c'est que on avance en fait à l'aveugle. C'est vraiment ça. C'est comme on avance en roue libre, on avance à l'aveugle, on n'a rien de factuel. Et moi, ce sur quoi je me base en fait quand je travaille avec les gens, c'est vraiment d'élaborer un budget. Élaborer un budget, c'est pas compliqué et c'est pas en fait parce qu'on gagne moins ou qu'on doit le faire. En fait, c'est vraiment quelque chose que tout le monde doit faire, quel que soit le salaire qu'on gagne en fait. Parce que avoir un budget, c'est de rendre en fait factuel l'argent qui est un petit peu fictif en fait. Des fois, on va faire des retraits, on ne sait pas où l'argent est passé, on va payer en fait des dépenses et autres, on ne sait pas toujours en fait où est-ce que l'argent va, mais le fait de faire un budget, de le mettre en place et surtout en fait, comme je disais au départ, de le planifier dans le temps. Un budget, ça se fait sur le mois donné, mais ça se fait sur l'année en fait. C'est-à-dire qu'il faut anticiper toutes ces dépenses en fait sur l'ensemble de l'année. Ça peut être, les gens peuvent le voir comme pour moi c'est angoissant, je n'ai pas envie de me stresser à penser au mois prochain, mais c'est un cadeau en fait de se faire, de faire en fait ce budget-là, c'est un cadeau qu'on se fait parce que en fait, quoi qu'il va arriver, on pourra en fait anticiper. Donc le budget il est planifié dans le temps, il est anticipé aussi, c'est-à-dire que les cadeaux pour la famille, les cadeaux pour la belle famille, les cadeaux d'anniversaire des enfants, je ne sais pas combien on en a, du mari, de la sœur, etc. Tout ça, c'est anticipé dans le temps. Si on est adepte du shopping comme moi, et je l'assume,
il faut prévoir un budget parce que sinon, on a tendance à juste dépenser, en fait. On va faire des achats, en fait, compulsifs. Ah, ben tiens, j'ai mon ami, en fait, qui a un nouveau sac et je veux le même, en fait. Alors que d'avoir un budget et de le planifier, d'attribuer, en fait, une somme à chaque poste de dépense. Et il faut aussi distinguer, en fait, les dépenses qui sont vraiment obligatoires, c'est-à-dire que je n'y échappe pas quoi qu'il arrive, et les dépenses optionnelles, en fait. Donc, on va venir planifier ça et on va l'étaler, en fait, sur l'ensemble du mois et sur l'ensemble, en fait, de l'année. Donc, pour moi, c'est vraiment ça pour une des raisons pour lesquelles les gens se retrouvent, en fait, en difficulté, c'est ce manque d'anticipation. Et puis, il y a aussi quelque chose que j'ai omis d'ajouter, c'est les cartes de paiement différées, en fait. Je ne sais pas, Evelyne, si c'est des choses, en fait, qui existent au Sénégal, par exemple, mais les paiements différés, on se dit, mais j'aurai l'argent le mois prochain pour le payer. Ouais, c'est un vrai piège. Exactement. Et en fait, on est en train d'anticiper sur le mois à venir. Alors que rien que de prendre l'exemple du Covid qui est passé, il y a énormément de gens qui se sont retrouvés avec, je sais pas, 30% de leurs dépenses en mois, en fait. Et là, de se dire, ah, mais tiens, je vais payer le mois prochain, ou je prends sur mon épargne et je vais me rembourser le mois prochain. C'est la pire c'est vraiment des erreurs qu'on fait et qui viennent, en fait, vraiment imputer notre budget. Et c'est ces mauvaises habitudes, en guillemets, cumulées, en fait, dans le temps, qui font que, au final, on a du mal à gérer ou également de dire oui. On est le 15 du mois, je suis déjà à découvert. J'ai Evelyne qui me propose, avec Valérie, d'aller tester le nouveau resto qui vient d'ouvrir. Mais par contre, il coûte un certain budget. Elles m'ont bien prévenu. Sauf que je n'ose pas leur dire non parce que c'est des gens formidables que je viens de rencontrer et j'ai très, très envie d'en savoir plus sur elles. Et donc, j'ai pas osé leur dire, mais tiens, tu sais, Valérie, ce mois-ci, c'est un petit peu compliqué. Et voilà, c'est aussi de dire la vérité, en fait. Je prends l'exemple, mais c'est vraiment de dire la vérité à nos amis. S'ils sont nos amis, je dis toujours qu'ils nous comprendront toujours, en fait. C'est savoir dire non, ne pas dire oui à tout. Oui, et voilà. Je sais pas si j'ai oublié d'autres points, mais c'est vraiment les points essentiels et aussi de prioriser, tout simplement. Je crois que Valérie, tu voulais rajouter. Alors, j'ai deux questions qui sont à peu près similaires, mais qui viennent de tomber, deux questions du public que je vous mets, qui disent que, notamment, alors attends, c'était celle-ci, plutôt c'était de Myriam aussi, mais qu'en est-il lorsque les dépenses obligatoires égalent le niveau de salaire? Comment épargner? J'avais la même question à peu près de Francine, qui disait, et si le salaire est à peine suffisant pour couvrir les charges mensuelles, comment on fait pour pouvoir se payer soi-même ou pour pouvoir épargner? Alors, il y a deux solutions. Il y a deux solutions. La première, en fait, c'est vraiment de venir réduire ses dépenses. Il y a des choses, en fait, qu'on paye et on ne se rend pas compte. Par exemple, je prends l'exemple. Nous, en cas de Covid, là, on paye les transports, en fait, tous les mois, normalement. C'est 75 €. D'accord? C'est 75 €. Il y a beaucoup, je pense qu'il y a peut-être 90% des gens qui continuent à payer alors même qu'ils sont en télétravail. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 90% des gens qui continuent à payer 75 € en fait tous les mois alors qu'ils savent que, je ne sais pas, tout le mois de juin, je vais être en télétravail. Je vais être en télétravail. Donc, en fait, on peut réduire ces dépenses-là. C'est aussi, je sais pas moi, les frais de téléphone. On a la chance en France, en tout cas, je prends le cas de la France, d'avoir plein d'opérateurs qui sont assez concurrentiels. Et il faut simplement penser tous les ans, il faut le mettre dans un agenda. C'est une organisation, ce n'est pas compliqué, mais c'est une organisation en fait, à mettre en place. Donc, tous les ans, je vais venir analyser. Moi, l'année dernière, j'ai payé 5 € tous les mois pour mon Internet, en fait. 5 € tous les mois parce que j'ai bénéficié d'une offre préférentielle et donc j'ai sauté dessus. Et c'était pour 1 an. Donc là, je suis en train de faire les démarches pour changer de nouveau. Parce que de 5 €, c'est passé à 30 €. Et dans mon budget, je n'ai pas prévu de payer 30 €. Donc, je suis en train de regarder. Là, il y a des offres qui sont à 15 €. Voilà, c'est vraiment des petites choses, en fait, cumulées qui vont nous permettre, en fait, de mieux gérer. Alors, la deuxième chose, je vais être peut-être dure. La deuxième chose, si on n'a pas un salaire qui vient couvrir nos dépenses, donc
on fait la première étape que j'ai dit. Mais la deuxième chose, c'est d'oser négocier son salaire. Je vous en prie, mesdames et messieurs. Négociez vos salaires et renégociez-les. Demandez autour de vous, quand vous êtes dans le même domaine que des amis et autres, demandez-leur combien vous gagnez. Des fois, vous vous rendez compte que vous êtes payé 30% en dessous, en fait. C'est énorme. C'est énorme. Et en fait, c'est juste d'oser. On est en général des gens qui sont fonceurs, qui travaillons, qui sommes investis. Et si on ne demande pas, l'entreprise, moi, pour avoir travaillé sur des projets RH avec les DRH et pour avoir travaillé avec le COMEX, le comité exécutif, on est tout le temps en train de chasser les dépenses, en fait. On veut tout le temps faire des économies. Donc, si en tant qu'individu, on ne demande pas à son manager, bah, voilà ce que j'ai fait et il ne faut pas, si vous pouvez demander vos salaires pendant les évaluations. Je suis désolée pour tous les managers qui me suivent, mais ce n'est pas la bonne méthode pour négocier son salaire. Quand on veut négocier son salaire, il faut le préparer. C'est comme vous allez chercher un boulot, vous êtes préparé, vous avez mis en avant vos compétences. Quand vous allez négocier votre salaire avec votre manager, mais c'est comme une drague, c'est pareil. Vous mettez en avant vos compétences et vous le demandez au bon moment. C'est vraiment ça la clé, en fait. Donc, si on considère qu'on n'est pas suffisamment bien payé, ma question, elle peut paraître dure parce que c'est vrai que c'est pas dans tous les métiers, en fait, que c'est possible, mais il faut savoir, en fait, aller chercher d'autres sources de revenus parce que dans tous les cas, le salaire, lui, il est stable. C'est nous qui sommes movibles, en fait. C'est nous qui avons le pouvoir d'agir là-dessus. Voilà, c'est pour répondre, en fait, à la question. Ton avis, Evelyne, dans ce contexte, dans notre contexte? Moi, je vais renforcer le premier point de Nina. C'est, pour moi, un individu a un budget de la même façon qu'une entreprise a un budget et un plan de trésorerie. Quand une entreprise n'a pas les moyens de faire quelque chose, elle ne le fait pas. Donc, il faut qu'on fasse pareil chez nous, au niveau personnel. Si mes charges fixes sont trop élevées pour mon salaire, c'est que mes charges fixes sont trop élevées. Il faut que je trouve quelque chose à faire. Par exemple, une charge fixe. Le boubou à 100 000 à chaque événement. Pardon? Tu veux dire que le boubou à 100 000 à chaque événement, c'est pas ça, à mon avis, c'est pas une charge fixe. Je pense qu'elle parlait pas de ça, mais par exemple, je vais prendre l'exemple du loyer. Si j'arrive plus à me permettre de payer un tel loyer, je change de quartier et je trouvais toujours, voilà, faut arriver à vivre par rapport à son niveau de salaire toujours. C'est pas le salaire qui s'adapte à son niveau de vie. Il faut vivre selon ses moyens. Et donc, j'ai beaucoup acquiescé quand Nina a parlé de retrouver aussi des sources de revenus supplémentaires. C'est pas toujours évident d'avoir une augmentation. Les PME sénégalaises ont énormément de mal avec à payer leur salaire parfois. Pour moi, c'est super important d'avoir un side hustle à l'américaine, une activité secondaire qui permette de générer un peu de cash flow et qui peut commencer tout petit et devenir, qui sait, une belle entreprise. Je vois les femmes sénégalaises le faire de plus en plus. Ça va être la vente de tissus, la vente de jus, etc., etc. Il n'y a pas de petite activité. Si on se rend compte que c'est vraiment serré niveau salaire, moi, je recommande beaucoup d'aller sur ce type d'activité complémentaire. Alors, on a justement une question qui nous est posée par un de nos auditeurs. Qui parle à la fois des tontines. Les tontines sont assez importantes quand elles sont bien utilisées. Plusieurs organisations, notamment de microfinance, s'inspirent de ce système pour permettre aux femmes d'avoir des fonds d'amorçage de leurs projets. Mais elles doivent être mieux élaborées, c'est certain. Comment permettre aux femmes au Sénégal et d'ailleurs d'en profiter pleinement pour mettre en place des activités génératrices de revenus, dont tu parlais, par exemple? Oui, non, je pense qu'en réalité, ça existe. Hein. Les femmes, aujourd'hui, lorsqu'elles sont dans une tontine, je l'ai dit dans les statistiques tout à l'heure, une bonne partie l'utilise, enfin les 27%, part dans la création d'une activité génératrice de revenus. Ce que je disais, c'est que ce serait important que cette activité de cotisation mensuelle soit placée sur un compte et rémunérée. Et souvent, les tontines de groupe en famille ou par quartier, elles sont détenues, l'argent est gardé à la maison et c'est pas de l'argent rémunéré. Alors, justement, on parlait donc d'épargne, comment on commence à épargner, comment l'épargne et les investissements peuvent construire cette sécurité financière. Alors, Nina, peut-être tu veux commencer? Alors, comment l'épargne et les investissements peuvent construire cette sécurité financière? Je vais répondre en deux temps.
Je disais tout à l'heure que l'épargne de précaution, elle est importante en fait. Et pour revenir là-dessus, l'épargne de précaution, c'est ce dont j'ai besoin en fait pour couvrir mes charges obligatoires. D'accord. Et c'est aussi, par exemple, mon frigo vient de tomber en panne, ma voiture est tombée en panne, mais j'en ai absolument besoin pour aller travailler et donc je dois sortir de l'argent. Et c'est en ça que je disais, c'est important en fait d'avoir cette habitude-là de venir mettre de côté. Et si on a du mal à mettre de côté, le minimum qu'on peut faire, c'est de mettre 10% de ses revenus de côté. Admettons, je gagne 1 000 € tous les mois, je dois pouvoir mettre 10% en fait de côté. Ok, et c'est vraiment essentiel. Et plus on va mettre de côté, et plus on va être serein en fait. Et il y a des gens qui considèrent que c'est un pourcentage du revenu, mais il y en a d'autres qui se basent en fait sur les dépenses en fait. Moi personnellement, je me base sur les dépenses obligatoires. Pour moi en fait, mes dépenses obligatoires s'élèvent à 1200 € voilà en moyenne. Donc je fais en sorte d'avoir 12 mois en fait de 12 fois les 1200 € disponibles sur un compte en fait. C'est quand on va plus on va prendre l'habitude en fait d'épargner, de mettre de l'argent de côté, et plus en fait une fois qu'on aura atteint cette épargne de précaution qui doit elle être sur un compte disponible, c'est-à-dire que demain matin j'ai besoin d'avoir mes 14 à 15 000 €, j'y ai assez tout de suite en fait. Je n'ai pas besoin de demander l'autorisation à ma banque parce que c'est pour gérer mes dépenses urgentes en fait. Donc il faut les placer vraiment sur un compte qui est à disponibilité immédiate. Après, c'est une fois qu'on a fait ça, je dirais il faut pas laisser l'argent dormir en fait sur son compte. Une fois qu'on a atteint en fait cette épargne de précaution, il faut venir placer soit l'argent sur des comptes en fait différents, l'optimiser. Il y a différents en fait leviers, différents types en fait d'investissement. On a 4 niveaux, on appelle ça des classes d'actifs, mais je vais vraiment faire en sorte de pas utiliser des mots techniques. Mais il y a différents piliers. Le premier pilier, c'est l'immobilier en fait. L'immobilier où on va faire des investissements et utiliser l'effet de, c'est la 4. Et utiliser l'effet de la 4 ou avant. C'est celui avec les schémas, les quatre types d'investissement. Je crois que il y a eu un bug, c'est pas très grave, je l'ai en tête, c'est pas très grave. Voilà. Donc je disais les 4 types en fait d'investissement. Donc l'immobilier où on va venir utiliser en fait l'effet de levier. C'est quoi l'effet de levier? C'est simplement la banque me prête de l'argent. Et pour revenir en arrière, pour que la banque me prête de l'argent, il faut que je montre à la banque que je suis une personne de confiance. Et comment je montre ça? C'est simplement en ayant un compte qui est nickel, en fait. C'est-à-dire que je ne fais pas des dépenses où la banque, en fait, va s'interroger. Souvent, quand on demande, en fait, des prêts à la banque, on nous demande les trois derniers relevés, en fait, bancaires. Pourquoi ils demandent ça? C'est pas pour faire beau, c'est simplement pour analyser les types de dépenses qu'on fait. Si on est une personne qui achète des jeux, des choses comme ça, facilement au casino, on crée en fait une confiance chez la banque en fait. Donc c'est tout ça et d'où l'importance du premier point que je disais, le budget en fait. Donc utiliser l'immobilier en fait comme un effet de levier, c'est-à-dire la banque me prête de l'argent et moi pour rembourser la banque, ce sont les locataires que je mettrai dans l'appartement qui vont venir payer en fait mon prêt. Le deuxième niveau en fait le deuxième type d'investissement, ça va être la bourse en fait. La bourse à long terme, surtout moi je ne fais pas de trading et je ne saurais vous conseiller là-dessus, mais par contre la bourse à long terme, quand on investit en fait sur des types d'actifs en fait qui nous correspondent sur le long terme, ça peut être intéressant. Il y a des valeurs en fait comme l'or
par exemple, qui crée en fait la sécurité dans le patrimoine, dans le portefeuille, si on peut le dire ainsi, mais qui génère pas de plus-value, enfin de dividende. Et c'est simplement que là, par exemple, en temps de crise, on est post-Covid, la valeur de l'or a vraiment augmenté parce que les investisseurs, ils cherchent à venir sécuriser en fait leurs fonds. Et comme Elvin l'a très bien dit tout à l'heure, c'est des business en fait qu'on va venir créer à côté et qui vont nous permettre en fait de créer en fait un revenu en fait à côté en fait. Donc voilà. Okay. Oui, des revenus. Tout à fait. Merci Nina. Evelyne, toi ton avis sur justement cette construction de la sécurité financière avec l'épargne et les investissements, parce que alors là, oui, c'est vraiment la place du WIC. Oui, même avis, je l'ai dit en démarrant, l'idée c'est d'avoir un portefeuille diversifié et puis d'avoir différentes maturités sur son portefeuille. Quand je dis maturité, c'est chaque élément d'investissement que j'ai dans mon portefeuille doit matcher à des besoins d'une certaine date, des objectifs de dépenses dans le futur. Donc l'épargne, on est en ligne avec Nina, c'est vraiment du court terme et un montant limité. Moi, personnellement, je trouve que 14 000 € sur le compte d'épargne, c'est trop de liquidité sur un compte d'épargne. Mais après, peut-être que je suis plus, je suis moins risque-averse et j'ai tendance à prendre un peu plus de risques que Nina. Sur les investissements, nous, au WIC, effectivement, on encourage énormément les femmes à investir. Nous-mêmes, aujourd'hui, nous sommes 85 au sein du Money Investment Club. Avant de constituer WIC Capital, qui est le fonds d'investissement, on a nous-mêmes investi en bourse à travers une des SGI de la place. Et c'était dans l'optique de fructifier notre rapport avant de mettre en place le fonds. Donc, on a toujours d'ailleurs cet investissement en bourse et on a notre investissement dans le fonds WIC Capital. Et nous, on a d'ailleurs organisé avec cette SGI CGR Bourse, on a organisé plusieurs formations pour les membres, pour les initier un peu au terme boursier et à ce que c'est d'investir, parce que en réalité, les femmes investissent peu sur les marchés financiers. Et un de nos objectifs, en plus de développement de l'entrepreneuriat, c'est vraiment d'avoir plus de femmes investisseurs. D'ailleurs, dans nos indicateurs, il y en a un qui suit les revenus qu'on génère pour ces femmes investisseurs, qu'elles soient des membres du WIC, donc investisseuses du fonds, qu'elles soient des investisseurs dans les sociétés du portefeuille du fonds, ou même les entrepreneurs qu'on finance, parce qu'elles aussi vont avoir, en plus de leur salaire en tant que chef d'entreprise, elles aussi vont avoir des revenus de leur propre business, des dividendes à l'avenir. Donc, c'est vraiment un focus pour nous. Ok. Justement, quand on parlait de l'investissement des femmes et des capacités d'épargne entre les femmes et les hommes, votre avis, qu'est-ce qu'il en est des investissements des femmes? Est-ce qu'elles sont à égalité avec les hommes? Votre regard à vous, toutes les deux, là-dessus? J'ai un peu abordé ça tout à l'heure. Au Sénégal, si je prends le cas particulier du Sénégal, il y a plus de femmes qui épargnent. Mais elles n'épargnent pas de la bonne façon, je dirais. Elles épargnent dans des tontines où elles gagnent l'argent, où elles gardent l'argent chez elles. Et puis, je pense que j'ai quelques données dessus. Valérie, si tu peux les partager. En valeur, elles auront moins d'argent, elles ont moins de patrimoine que les hommes. Il y a d'abord une différence de revenus de toute façon qui fait qu'elles mettront moins d'argent, qu'elles épargneront moins. Les hommes sont plus employés. Quand on prend le ratio emploi-population chez les hommes, il est de 81% au Sénégal contre 57% pour les femmes. Donc les femmes sont plus dans des activités qui ne sont pas rémunérées. Et quand j'ai pas mis la donnée sur l'entrepreneuriat, il y a moins de femmes entrepreneurs. Il n'y a que 31% de femmes parmi les entrepreneurs au Sénégal. Donc, de facto, les femmes auront moins de ressources à épargner. Ensuite, quand on prend le foncier, le patrimoine, les femmes ont moins de foncier, elles héritent moins à cause du droit coutumier et religieux, ça on le sait. Même si l'écart est moins important à ce niveau-là. Par exemple, au Sénégal, je pense que en milieu urbain, c'est 0,85 femmes pour un an en termes de propriété terrienne. Et puis, il y a un élément qui me paraît très important et ça peut être tabou dans nos pays. Les femmes passent beaucoup trop de temps à faire des activités non rémunérées. C'est tout le travail domestique, c'est la garde des enfants, la garde des parents malades, etc., etc.
qui tombe naturellement sous la responsabilité de la femme. Et donc ça, c'est une activité non rémunérée, c'est un manque à gagner pour elle. Pourquoi? Parce que si on devait prendre des prestataires pour faire ça, ce travail a une valeur. Sauf que quand c'est la femme qui le fait, ça n'a pas de valeur et ça l'éloigne d'une activité qui pourrait générer des revenus pour elle. Donc, soit de l'entrepreneuriat, soit sur son job. Parfois, on est employé à temps plein, mais quand on fait du 9h à 17h, alors qu'on a la trentaine, donc en plein dans sa carrière, on n'évoluera jamais aussi vite que l'homme et donc on aura des revenus moins élevés qu'un homme qui a le même niveau d'études, mais qui n'a pas ralenti sa carrière pour à cause des aspects sociaux. Donc ça, c'est vraiment et c'est très important dans les pays en développement. C'est un problème partout, en Europe et en Afrique, en Amérique latine, partout, mais c'est beaucoup plus marqué en Afrique et en Amérique latine, ce cas de figure. Et d'ailleurs, on a une question que je veux partager avec vous deux qui revient sur ce sujet-là. Si je peux juste finir, parce que sinon j'ai perdu l'idée, c'est toujours sur l'idée du travail non rémunéré. Quand je dis que c'est un manque à gagner, c'est pas seulement vis-à-vis d'une activité rémunératrice directement, c'est aussi du temps qu'on pourrait passer à se former. Ça aussi, il faut pas qu'on oublie, on est nous-mêmes un actif dans lequel on peut investir pour garantir notre sécurité financière plus tard. Donc, il faut se former continuellement, être employable et être en mesure de se lancer dans l'entrepreneuriat, d'avoir des ressources internes pour retomber sur ses pattes quoi qu'il arrive. Je voulais juste le dire avant que j'oublie. Non, merci. C'est effectivement, on refera le lien avec l'entrepreneuriat tout à l'heure. Votre avis, justement, on a une question de Fréjus qui nous dit quelles sont les stratégies pour mieux utiliser son épargne et ne pas le laisser dormir, les mécanismes d'investissement pour les petits budgets, alors qui existent au Sénégal, mais qui peuvent être aussi ailleurs. Ton avis là-dessus, toi, Nina, les mécanismes d'investissement pour petits budgets. Pour petits budgets. Peut-être de la tontine. Oui, en fait, on peut placer en fait son argent sur des comptes qui sont plus optimisés. On le pense pas en fait toujours. Souvent, les gens vont mettre leur argent en fait sur je parle vraiment du cas de la France parce que c'est le cas que je connais le mieux. Mais par exemple, le livret A aujourd'hui, je crois qu'il est à 0,5%. Et pour des petits budgets, quand on a un petit budget, peut-être qu'on fait partie de cette partie de la population en fait qui a peu de revenus et on peut on peut prétendre en fait à certains types de comptes auxquels on ne pense pas toujours en fait. Par exemple, le livret épargne populaire qui est destiné vraiment aux gens qui ont peu de revenus. Souvent, les gens mettent leur argent juste sur le livret A alors que le livret épargne populaire, il est beaucoup plus intéressant, en fait. Voilà. Et au-delà de ça, moi, j'insiste sur le fait que c'est important, en fait, d'avoir ce premier niveau. Une fois qu'on a ce premier niveau d'épargne de précaution et peut-être je rebondis rapidement, en fait, sur ce que Evelyne, tu disais, moi, je considère en tout cas que en tant qu'entrepreneur, enfin quelqu'un qui démarre dans l'entrepreneuriat, pour me sentir en sécurité, j'ai besoin d'avoir 12 mois de charges fixes en fait sur mon mois. Et c'est pour ça que ça représente 14 400 ou 15 000 euros en fait si on arrondit. Et c'est essentiel pour moi parce que j'ai besoin d'avoir l'esprit léger pour faire face en fait à cette nouvelle activité et tout le monde sait combien c'est compliqué en fait de se lancer. J'ai juste besoin d'avoir la tête tranquille en disant je peux me nourrir, je peux payer mon loyer, etc. Si je fais pas de shopping, je pense que mon placard il me remerciera quand même parce qu'il ne se ferme plus. Bref, mais voilà, je pense que ça dépend de chacun, mais c'est élevé en fait parce que je considère que je l'ai pris en fait sur 12 mois et que en tant qu'entrepreneur, c'est plus serein en fait d'avoir ces 12 mois-là. Après, il y a d'autres en fait types de comptes auxquels on ne pense pas toujours. C'est bien d'avoir en fait dans son parcours un conseiller en gestionnaire de patrimoine. De discuter aussi avec sa banque. Il faut vraiment voir sa banque comme un allié et pas quelqu'un qui va venir toujours nous prendre de l'argent en fait. Et c'est cette relation en fait de partenariat quand on arrive en réalité à développer cette relation-là avec sa banque, ça peut être gagnant-gagnant, mais il faut montrer en fait à la banque
qu'on a un petit peu le dessus. Et comment on montre? C'est simplement avoir des clients, en fait. Parce que c'est ça qui change. Comment? On est de bonne volonté pour mettre de l'argent. Oui, mais en fait, oui, non, mais je veux dire, oui, mais en fait, c'est, en fait, on a une autre position. On arrive, en fait, en guillemets, en position de force quand on a des comptes clean, quand on a de l'argent disponible sur son compte, etc. Si je prends mon cas, par exemple, j'avais de l'argent sur mon livret A que je voulais fermer et partir, en fait, dans une autre banque. Ils ont tout fait pour ne pas me laisser partir, en fait. C'est que le discours change. D'accord? C'est vraiment ça. Et il faut être conscient de ça. Ils sont là pour gagner leur argent aussi. Et il y a de très bons banquiers que j'ai dans mon entourage. Pas parce que je les ai dans mon entourage que je dis ça, mais c'est vraiment cette relation qu'on arrive à développer avec la banque. Et il faut s'informer, il faut les challenger aussi, en fait, d'une certaine façon. Donc, il y a des comptes, en fait, qu'on peut dire, c'est le cas de la France et il faut pas se limiter aux basiques, en fait. Alors, en Afrique, Aveline, sur le marché africain. En Afrique, je pense que la relation avec le banquier est différente. Nos comptes d'épargne sont mieux rémunérés que les DAT, étonnamment, parce que nos comptes sont surliquides. Elles n'ont pas besoin de liquidité. Donc, moi, je déconseille le DAT à moins. Le DAT, c'est le dépôt à terme, donc c'est de l'argent sur un compte d'épargne bloqué sur une certaine période. Sur d'autres marchés, c'est du pain béni pour la banque parce que c'est une ressource sur laquelle elle peut travailler. Et donc, elle peut faire un prêt de long terme grâce au DAT. Chez nous, au Sénégal, ils vont me dire non, mais non, le DAT, il est moins rémunéré. Genre, le compte d'épargne, il est à 3,5%. Et le DAT, il est à 2%. Donc, le DAT, c'est vraiment quand on sait qu'on ne peut pas immobiliser l'argent, le plafond du compte d'épargne a été atteint et il y a un besoin court terme, un projet court terme. Et donc, on met en DAT pour ne pas avoir 0%, mais au moins avoir quelque chose. Pour les petits budgets, pour répondre plus directement à la question de Fréjus, pour les petits budgets, c'est vrai que les solutions d'épargne dont j'ai parlé s'adressent plus à un niveau un peu plus confortable d'épargne, mais peut-être si vous considérez que, par exemple, 1 million, c'est un petit budget, je peux répondre sur ça. Si on a 1 million ou même un peu moins, au lieu de mettre ça sur le compte d'épargne, si c'est pas un besoin immédiat, on peut ouvrir un compte dans une SGI et acheter des parts d'un fonds commun de placement. Ces fonds commun de placement peuvent proposer des taux jusqu'à 7%, 6,5%, et c'est beaucoup plus intéressant que le compte d'épargne de 3%. Et c'est quand même assez liquide. Je pense que c'est bloqué sur une petite période, mais pas sur une période trop longue. Donc, pensez-y, quand vous avez peut-être 500 000, 700 000, on ne sait pas, à ouvrir. Moi, je connais des étudiants qui ont ouvert des comptes dans des SGI. Ça fonctionne quand même. Vous pouvez prendre des parts dans ces fonds communs qui sont plutôt sûrs parce qu'il y a une grosse partie d'obligataires, d'emprunts obligataires. Et ça sécurise votre investissement. C'est de la rentabilité quand même beaucoup plus intéressante que du 3%. C'est des questions qui reviennent beaucoup dans les commentaires. On dit que le marché boursier n'est pas très bien maîtrisé par les femmes au Sénégal et même en général. On demande quels sont les types d'investissements passifs qu'on peut faire aussi. Donc, je pense qu'il y a aussi cette question d'éducation dont on parlait tout à l'heure, que ce soit en France ou que ce soit en Afrique aussi. C'est cette éducation sur le fait que c'est des sujets qui font peur souvent et que les gens se mettent plutôt dans une posture de se dire je vais pas y arriver, j'ai pas assez, j'ai un petit budget, plutôt que de passer le pas. Et comme tu disais, Nina, ça peut être oser aller négocier son salaire, oser aller voir son banquier. Enfin, il y a tout un tas de choses. Tu parles de SGI, donc Société de gestion pour les non-initiés. Tout le monde connaît CGRO, CGF, Faxis, FGI. Il y en a quand même plusieurs sur le marché. Il faut les comparer. Regarder leur performance par le passé avant de choisir d'ouvrir un compte chez l'une ou l'autre. Et puis, ils peuvent conseiller aussi. Il faut demander du conseil toujours. On n'investit jamais directement, on investit via elle. Donc, avant d'ouvrir son compte, ils vont nous demander c'est quoi votre tolérance au risque. Et par rapport à ça, ils vont proposer des styles d'investissement. Le FCP, c'est plutôt, il y a des FCP, genre Kietis, ou comme le nom l'indique, c'est parce que il y a une majorité d'investissement dans de la dette étatique ou de la dette corporate, des entreprises. En ce moment, par exemple, il y a l'émission d'obligations de Sonatel, tout le monde en parle, c'est 6,5%. Donc, c'est plus sûr. Je pense que pour quelqu'un qui démarre, il vaut mieux commencer sur ce type d'investissement-là et se renseigner sur la bourse petit à petit. Le marché boursier ouest africain est difficile. Même je ne suis pas une experte en bourse,
Mais même pour moi, j'ai un peu de mal avec. Moi, je préfère personnellement investir directement dans une entreprise que je connais bien, que je peux appuyer, etc., plutôt qu'en bourse. Parce que je trouve que la bourse, elle se comporte de façon un peu inédite ici. Donc voilà, mais c'est bien d'avoir un compte dans une SGI et d'avoir un peu cette sécurité d'obligation obligataire où on a du 6,5%, du 7%. Ça sécurise un peu et ça contrebalance ces investissements plus risqués. Il y a aussi des questions là-dessus qui sont sur le fait de, c'est bien de cette notion de formation, en fait, d'information et de formation, et de savoir qu'on peut, avec 500 000, aller dans une société de gestion. Et je pense que pour plein de gens, c'était pas une évidence jusqu'à maintenant. Donc, de pas éviter. On a toujours l'impression qu'il faut avoir 10 millions pour investir. C'est ça. C'est d'oser aller chercher cette information. Il y a Florence qui nous dit qu'elle rejoint Evelyne en disant que c'est le temps qui nous manque entre le travail, l'éducation des enfants, les attentes sociales et tout ça, c'est un frein sur la formation des femmes. Donc, allons, mesdames, chercher la bonne information. Oui, et essayez de vous soulager du travail domestique. Vous n'êtes pas obligé de tout faire à la maison. Trouver du temps. C'est extrêmement important de trouver du temps pour soi, pour son épanouissement personnel, son épanouissement financier, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et voilà, c'est important d'être en sécurité financière quand on est une femme. Aujourd'hui, les femmes sont moins bonnes en sécurité financière que les hommes. Donc, c'est important de prendre le temps de se former. Et en fait, tout, ça ne tient qu'à nous, je pense. Ça ne tient vraiment qu'à nous de faire bouger les choses. En fait, peut-être, oui. Vas-y, Nina, vas-y, avant de passer à la question d'après. D'accord. Non, pour compléter, en fait, mon coach, j'ai un coach, donc j'en parle souvent. Un coach financier, voilà. Non, pas de coach financier, mais un coach business, oui, qui s'appelle Kojo Funake, mais bref. Souvent, ce qu'il dit, c'est qu'on a tous 24 heures, en fait, dans la journée. Et pourquoi d'autres y arrivent, enfin, pourquoi certains y arrivent et d'autres non, en fait. C'est simplement parce qu'on a du mal à gérer les priorités. Il y a 4 niveaux de priorité. Je vais peut-être pas rentrer en détail là, mais il faut vraiment considérer ce qui est important pour nous et urgent, en fait. Si on considère que nos finances, c'est quelque chose d'important pour nous, pour notre famille et pour nos enfants aussi, parce que quand on investit, on le fait pour soi, mais on le fait aussi pour dans le long terme, et donc on le fait, c'est un comment dire, là le terme vient en anglais mais pas en français. Legacy, c'est un héritage, pardon, qu'on laisse en fait à nos enfants et il faut en faire une priorité tout simplement. C'est considérer que notre budget c'est une priorité et il faut demander de l'aide aussi si on est, comme Evelyne le disait très bien, si on est en couple avec des enfants, il faut savoir dire non de la même façon que je disais tout à l'heure, savoir dire non à ses amis, mais ça commence par la maison. Il faut savoir dire non, avoir des discussions saines en fait avec son conjoint et on l'oublie souvent, c'est essentiel en fait. C'est comme ça qu'on arrive en fait à répartir les rôles et à se dire ok, moi aussi j'ai besoin du temps pour moi, j'ai besoin du temps pour ça. Donc on a tous 24 heures dans la journée. En tant que femme, on a cette capacité et j'en suis sûre que 99% des femmes le confirmeront. On a cette capacité à pouvoir faire énormément de choses en même temps et il faut juste rajouter cet aspect financier-là qu'on a souvent tendance à confier à nos hommes et alors qu'on a très bien en fait les compétences ou même si on n'a pas les compétences, simplement s'y intéresser en fait et ne pas le laisser en fait à la charge de l'homme en disant mon mari s'en occupe, il le fait très bien, certes, il le fait très bien, mais ça peut être intéressant de savoir un minimum, de savoir 10% de l'information. Demain c'est 15% et ça augmente en fait au fur et à mesure. Et peut-être une chose essentielle, c'est de lire en fait. On a souvent tendance à ne pas lire, mais quelle que soit l'information qu'on cherche, si vous n'avez pas envie de vous faire accompagner par un coach ou peu importe, vous n'avez pas envie de travailler avec votre banque, achetez un livre. Achetez un livre, abonnez-vous sur Audible et sous la douche le matin, entre le moment où on prend notre douche en fait. Quand on se met à se maquiller,
quand on va choisir le vêtement qu'on va prendre et on regarde, ah mais tiens, moi je suis une dingue de chaussures. Et choisir ces chaussures, je vous assure qu'on a 1 heure en fait. Et pendant ces 1 heure-là, on peut les consacrer à juste écouter en fait. C'est des fois difficile de trouver du temps de lire, mais on a la chance d'avoir énormément de livres intéressants maintenant qui sont disponibles en fait en vocal. Et donc, c'est de lancer ça. Donc, je suis sous ma douche, je lance, je sors, je mets mon téléphone sur le lit et j'ouvre mon placard, je commence à chercher. Et c'est comme ça qu'on trouve le temps. Il faut aller le chercher parce que personne ne le fera en fait à notre place. Ok. Alors là, on est sur les éléments de formation, sur justement cette sécurité financière, comment pouvoir être un peu plus en sécurité. Mais à l'inverse, quand on est dans de l'insécurité, le stress financier, est-ce qu'il a des effets négatifs sur la performance? Là, on parle maintenant de comment on va se comporter dans l'entreprise si on est effectivement très stressé. Et ma deuxième question, c'est de savoir comment les employeurs, et est-ce que les employeurs le font, et comment les employeurs peuvent accompagner les salariés sur ces thématiques-là. Je pense que comme tout stress, ça a un impact sur la performance au travail, ça a un impact sur la motivation. Effectivement, quand le salaire n'arrive pas à couvrir ses dépenses, on se demande ce qu'on fait sur ce job. Et puis là où l'entreprise peut accompagner lorsqu'elle en a les moyens, je pense, c'est déjà couvrir tout ce qui est avoir de bonnes mutuelles de santé déjà, pour que la dépense maladie ne soit pas un poids pour l'employé. Qu'ils se disent pas si ma femme tombe malade, si mon enfant tombe malade, si mon mari tombe malade, comment je vais faire. Au moins, avoir de façon consistante au Sénégal des couvertures maladie pour les employés. Nous, c'est quelque chose qu'on met en place dans les entreprises qu'on regarde avant d'investir. Il faut qu'il y ait une politique RH sensée qui permette aux employés d'être totalement impliqués. Il faut que le revenu soit plutôt confortable. Donc, sécurité maladie, la retraite aussi. On a une retraite IPRES, ça couvre pas les vieux jours. Je pense que un des éléments à vraiment mettre en place dans nos entreprises, c'est une retraite complémentaire. Et puis, pour les entreprises un peu plus grosses, donner part aux actions. Il y en a qui le font, je pense qu'on appelle à des stock options. Ce qui est beaucoup plus généralisé, c'est les coopératives. Ça permet au moins d'avoir un bien immobilier qui permet d'apporter un peu de sécurité. Donc pour moi, l'entreprise, déjà, il faut qu'elle joue son rôle d'apporter un salaire correct, quoi. Il faut des salaires corrects à ses employés. Et qui tombent régulièrement. Parce que bon. Voilà. Sinon, il faut changer d'entreprise. Je ne sais pas, mais ouais. Ton avis à toi, Nina, là-dessus Oui, pour compléter là-dessus, bien évidemment, ça génère du stress le stress financier, a une incidence réelle sur la performance parce que l'esprit est occupé par ça, bien évidemment, et comment l'entreprise peut accompagner. Je pense que par exemple en France ou au Luxembourg, c'est à travers des plans d'épargne entreprise où l'employé lui vient abonder une somme et puis l'entreprise également. Ça peut être à travers des choses comme ça. Après, en y réfléchissant, je ne sais pas. Je pense qu'au Canada, j'avais vu passer ça, mais au Canada, il y a des entreprises en fait qui proposent des ateliers de gestion financière en fait à leurs employés. Je pense honnêtement que ça dépend réellement de la culture d'entreprise et des équipes également, parce que ça peut générer, je ne sais pas, peut-être des conflits, parce que dans un atelier de gestion des finances, on est forcément amené à parler de salaire, des salaires des uns et des autres. Et si je me mets en fait dans la position de manager ou de DRH par exemple, je ne sais pas si c'est des questions, si c'est quelque chose de tabou dans l'entreprise, ça peut être générer des malentendus et autres. Donc je pense que c'est de notre responsabilité nous-mêmes en fait de prendre en main notre argent, et la façon dont l'entreprise peut nous aider, c'est oui, c'est comme Evelyne l'a dit, déjà bien nous payer, parce que ça c'est une obligation. On échange notre temps contre cette rémunération-là, et la moindre des choses c'est quand même d'être payé.
et s'il y a des entreprises, voilà, qui, même avec les difficultés, enfin, bref, c'est la moindre des choses. Il faut que c'est tout salaire, enfin, tout travail mérite salaire, et si on a travaillé, on mérite le salaire et payé à temps aussi. Et ça, c'est hyper important. Des réalités culturelles en Afrique. Oui, aussi les PME sont en tellement de difficultés. Indépendamment du Covid, moi j'ai rencontré des personnes qui ont travaillé dans certaines entreprises de la place et qui peuvent passer plusieurs mois sans être payées, ou en tout cas sans avoir leur salaire payé. On parle de gens qui ont des postes de cadre. Et dans un environnement où effectivement le travail n'est pas forcément facile à trouver, c'est aussi pas toujours facile pour les gens de se dire je change d'entreprise demain. Donc c'est d'autant plus important de pouvoir mettre en place cette éducation financière à titre individuel, comme vous le disiez toutes les deux. On a pas mal de questions dans ce sens-là aussi qui reviennent sur le fait de dire que il y a un vrai stress aussi qui est lié au Sénégal notamment, mais dans d'autres pays d'Afrique aussi, à tout l'environnement social et qui du coup amène aussi les gens à se mettre en difficulté. Donc c'est important de vraiment travailler même au sein de l'entreprise sur cette éducation financière, en gardant, comme vous le disiez, parce que j'ai noté ce que tu disais, Nina, en gardant les éléments de confidentialité, parce que c'est sûr qu'on va pas forcément avoir envie de parler de son salaire, mais au moins si on amenait les gens, et notamment les femmes, à plus d'éducation financière, on arriverait à pouvoir aussi travailler sur on va reparler d'entrepreneuriat un petit peu pour pouvoir conclure ces interviews avant de passer aux différentes questions qu'on a encore, mais justement le fait de pouvoir avoir soit créé de l'épargne, on a tourné autour de cette notion d'entrepreneuriat, mais j'aimerais bien que tu nous en parles, Evelyne, toi, justement, parce que tu avais une vision un peu différente de celle de Nina sur le fait de dire que l'entrepreneuriat, c'est bien si on peut partir avec déjà une épargne de proximité, une épargne de précaution de côté, mais si on ne l'a pas, l'entrepreneuriat, c'est aussi un moyen de se créer des revenus et du coup de se créer peut-être de l'épargne. Oui, parce que, en Afrique, souvent, l'entrepreneuriat, on entre dans l'entrepreneuriat pour avoir des revenus. Donc, on n'entre pas parce qu'on a mis de côté un pactole. On y entre parce qu'on n'a pas trouvé de travail. Il y a un chômage très important au niveau des jeunes. Donc, on pense à une activité qui peut générer des revenus. Donc, je pense qu'on peut commencer. C'est ce qui se fait déjà. On peut commencer sans épargne au préalable. Et puis, savoir commencer petit, monter en compétences, faire monter l'entreprise jusqu'à arriver à un stade où on peut se faire financer. Alors, le financement, c'est très difficile pour les jeunes entreprises et les PME d'accéder à du financement en Afrique. Le gap de financement, il est énorme entre les demandes de financement et ce qui est octroyé. C'est un gap de 330 milliards de dollars. Mais pour les belles entreprises qui ont du potentiel de croissance, qui montrent qu'elles connaissent leur marché, il y a de plus en plus de fonds d'investissement comme Capital qui émergent. Au Sénégal, on a aussi Teranga, mais qui va réussir des entreprises un peu plus grosses que les nôtres. Mais sur d'autres pays, il y a des fonds très similaires aux nôtres qui vont cibler des entreprises jeunes qui ont entre 4 ans et 5 ans d'existence et qui vont être en mesure de faire des tickets plus petits. Nous, on finance par exemple entre 25 millions et 125 millions de francs CFA. Et lorsqu'on regarde un dossier, on sait pertinemment qu'on est sur un segment très peu formalisé, très peu structuré. Donc, ça nous arrive d'avoir des entreprises qui existent depuis 5 ans, mais qui ont des états financiers qui manifestement ne reflètent pas la réalité parce que il n'y avait pas la traçabilité des dépenses, etc. Mais lorsqu'on va revoir le dossier, on va avoir une vision très pro sur l'avenir. Vu l'existant, le chiffre d'affaires qui a déjà été réalisé, etc., quelle est la capacité de cette entreprise à grossir très vite si on l'accompagne, si on a un surplus capital et qu'on apporte aussi un appui technique. Donc, l'entrepreneuriat, clairement, pour moi, pour moi, et il y a des études qui le montrent, c'est vraiment la réponse en Afrique pour le développement du secteur privé et de nos pays en général. Et en plus, pour moi, c'est une tâche noble parce que quand on crée une entreprise, on crée des emplois. On crée des emplois, on permet à des familles d'avoir des revenus réguliers, d'épargner aussi. Donc voilà, ça fait tâche d'huile. Mais pour le faire, il faut être bon, il faut avoir un très bon produit, il faut avoir un marché qui est porteur et être ambitieux, quoi. Ne pas penser que à sa clientèle de quartier, parce qu'on a commencé à faire du poulet, on vendait au quartier. Mais qu'est-ce que cette entreprise de poulet là, où on vendait qu'à notre entourage, qu'est-ce qu'elle peut devenir plus tard? Est-ce que ça peut aller au-delà de nos frontières, etc. Effectivement.
La question de Muriel qui est quelle part de son bénéfice un entrepreneur doit-il épargner? Votre avis là-dessus, mesdames? Ça dépend de la structure ça dépend de la structure de l'entreprise. Si on est en entreprenant et qu'il n'y a pas de séparation entre sa poche et l'entreprise, oui, là, on peut parler d'épargne. Mais normalement, si on a envie de grossir, quand on commence en entreprenant, les bénéfices doivent être réinvestis dans l'entreprise pour grossir petit à petit. Mais il faut se rémunérer de toute façon. On a commencé l'activité pour pouvoir se rémunérer. Mais une entreprise qui génère un résultat net positif, ce résultat net doit être réinvesti soit dans du marketing, soit recruter, soit acheter du matériel de production qui permette de vendre plus l'année suivante et de grossir petit à petit. On ne parle pas d'épargne dans ce cas-là, on parle plus d'investissement dans les outils de production de l'entreprise. Et pour faire le lien, Nina, toi, tu dirais que l'entrepreneur doit quand même se payer ce fameux premier salaire pour pouvoir commencer à épargner de son côté. Bah oui, enfin, en tout cas, l'entrepreneur en tant que personne, oui, doit disposer pour moi d'une épargne en fait de précaution. Et je partage complètement enfin ton point de vue là-dessus, mais j'insiste aussi sur le fait que l'épargne de précaution, comme je le disais tout à l'heure, c'est ça peut être en fait un pourcentage de revenus. Donc et chacun se sent en sécurité en fait suivant un niveau de revenu. Personnellement, voilà, c'est ce montant-là que j'ai mentionné, mais pour une autre personne ça peut être bien plus, et pour une autre ça peut être différent en fait. Mais je pense que c'est important de se poser soi-même la question à partir de quel moment je me sens en fait en sécurité, et puis en ayant toujours en tête qu'il faut épargner quoi qu'il arrive, quel que soit votre revenu. Si c'est 100 €, mais c'est pas grave, mettez 1 € de côté, on s'en fout. Et c'est ça qui va créer une habitude, parce que si on prend l'habitude d'épargner très tôt, et souvent les étudiants en fait, les étudiants souvent ils commencent à travailler. Ils sont tout contents de gagner leur premier salaire. Ils le dépensent en fait, alors que c'est le meilleur moment pour investir. Comme tu le disais, Evelyne, c'est il y a avoir 3%, 6% en Afrique, c'est vraiment rare en fait, et on doit vraiment se réveiller. Peut-être même nous en tant que. Non, c'est parce qu'on emprunte à 10%, qu'on a 6% d'épargne. Mais c'est très différent. Oui, voilà. Ouais. Mais bon, en tous les cas, il est important en fait d'épargner en fait, quels que soient ses revenus, épargner en fait. Et après, il est commun de dire le minimum c'est 10% des revenus. Moi, je considère en tant qu'entrepreneur, je mets 12 mois de charges fixes. Les approches sont différentes, mais il faut l'adapter à soi, à ses valeurs aussi, et à ses contraintes. On n'a pas tous les mêmes niveaux de risque en fait. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est très important, avant de faire quoi que ce soit, de se poser et de dire quelle est mon acceptation du risque. Il y en a qui veulent vraiment pas perdre. Et ces gens-là, il faut pas qu'ils entrent dans des investissements, dans des prises de participation. Parce que par nature, quand on investit dans le capital d'une société, il y a le risque que cette entreprise n'existe plus au bout d'un moment. Mais en même temps, quand cette entreprise marche, la rentabilité est très élevée. Donc, il faut se poser un moment et dire voilà, il faut pas dire je veux plein de rentabilité et pas de risque. Il y a un juste milieu. C'est pour ça qu'il y a les différences de taux entre la rentabilité sur de la dette et la rentabilité sur l'investissement en prise de participation. J'aimerais juste apporter un peu plus de précision à Muriel. Quand je disais il faut se rémunérer quand on est entrepreneur et puis investir sur le résultat net de l'entreprise. Normalement, une entreprise, elle a ses propres flux. Elle a le chiffre d'affaires, les charges qui sont propres à l'entreprise, ce ne sont pas les charges de l'entrepreneur, c'est pas son loyer, c'est pas sa nourriture, c'est les charges de l'entreprise. Et l'idéal, c'est que l'entreprise paie le salaire à l'entrepreneur. Et donc, sur ce salaire-là, toi, en tant qu'entrepreneur, tu peux te rémunérer, comme dit Nina, prendre une partie et l'épargner. Mais ce qui appartient à l'entreprise appartient à l'entreprise, et ce qui appartient à l'entrepreneur appartient à l'entrepreneur. J'insiste beaucoup parce que en général, en Afrique, les gens confondent la poche de l'entreprise avec leur propre poche, et c'est difficile, quoi. Normalement, une entreprise, c'est une entreprise, une personne physique, c'est une personne physique. Donc, l'entreprise doit payer son chef d'entreprise, son directeur.
donc l'entrepreneur, et puis tout le reste, ça appartient à l'entreprise. Et ce n'est pas que en Afrique, hein, même ici en fait, à partir du moment où on ne sépare pas les comptes de l'entreprise et ses propres comptes personnels, oui, c'est de façon générale en fait. Je pense que c'est ici légalement, il y a un statut qui le permet, hein, le statut de l'entrepreneur. C'est un statut légal entre guillemets, mais c'est pas une entreprise par exemple. Quand on est sur ce statut juridique, on va difficilement avoir du financement. Parce que justement, la banque en face ou le fonds en face savent qu'il n'y a pas de séparation. Après, dès qu'on avance un peu, qu'on est sur la SARL, etc., ça commence à être intéressant. Mais une banque ou n'importe quelle institution avant de financer va regarder les comptes pour voir comment l'argent est géré. D'ailleurs, tiens, alors une autre question qui arrive sur la demande de financement. On s'éloigne un peu de la finance personnelle, mais en tout cas, le gap entre la demande de financement et le financement effectif que vous avez souligné toutes les deux ne fait que croître. Et le marché informel, pourtant, il fait vivre beaucoup de foyers en Afrique. Quelles sont les solutions pour les entrepreneurs de l'ombre qui peuvent avoir des financements? Ce qui est sûr, quand on veut du financement, il faut se formaliser. Hein. Ça, quelle que soit la structure que vous aurez en face. Après, une structure comme la nôtre, comme j'ai dit, on regarde l'avenir. Donc, on peut se rendre compte que par le passé, ça a été informel, même s'il y avait une forme juridique, c'était quand même une activité informelle parce que les comptes ne sont pas tenus par un cabinet, etc. Et donc, on investit avec la condition que la gestion soit désormais nickel. En fait, c'est la solution. Après, sur de l'informel pur, je pense que même les institutions de microfinance ont un peu de mal. Il y a toujours un peu de... On revient à notre tontine, il n'y a que la tontine. La tontine, c'est même pas du financement, c'est... Je sais bien. Alors, je vais vous demander... Et Covid... Excusez-moi. Vas-y. Donc, je disais que Covid a montré que c'est important de se formaliser parce que toutes les mesures qui ont été mises en place là, par le gouvernement, pas les gouvernements, c'est plutôt des mesures qui ciblent des entreprises qui ont des comptes bien tenus, qui peuvent prouver que leurs revenus ont baissé de 30%, etc. Quand on a été informel, malheureusement, on a souffert de la crise, mais on ne peut pas le justifier. Donc, on n'aura pas d'aide. Donc, je voudrais, pour pouvoir terminer cette interview avant de continuer peut-être avec d'autres questions qui nous arrivent, que vous puissiez me donner vos 3 points principaux de cette journée, enfin de cette interview, plutôt de cette heure qu'on aura passée ensemble. Quels sont les trois choses que vous pourriez, les 3 conseils que vous pourriez nous donner, les 3 éléments principaux qui vous viennent en tête là? Nina. Oui. Alors, avec plaisir. Merci. Je dirais prendre conscience en fait de l'importance de mieux gérer en fait son argent. C'est vraiment important. Donc, avoir cette prise de conscience là, c'est le premier point. Faire face en fait à ces difficultés. Quand on a peur, tout simplement d'ouvrir son compte, mais y faire face et mettre en place un budget, s'il vous plaît. Mettez en place un budget et notamment pour les femmes qui nous écoutent, n'ayez pas peur, investissez, mais avant d'investir, formez-vous en fait. Formez-vous, posez des questions autour de vous et vous trouverez forcément les réponses en fait. Donc voilà ce que je peux dire. Super, merci à toi. Et toi, Evelyne, alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Moi, ce que je dirais, c'est il faut épargner. Donc, quand on a 25 francs, dépenser les 20 et épargner les 5. Première étape. Ensuite, quand l'épargne commence à être intéressante, penser à investir et se renseigner auprès des proches sur Internet, sur les différents outils qui sont adaptés. Et puis, investir en soi, encore une fois, parce que pour moi, ça aussi, c'est de la sécurité financière. Quand on sait qu'on est employable, qu'on peut trouver du travail sur le marché ou qu'on peut développer une propre activité nous-mêmes parce qu'on est assez solide sur le plan technique ou même personnel. C'est mon 3e point. D'accord. Moi, il y en a un que j'ai identifié aussi dans tout ce que vous avez dit, c'est que on se rend compte effectivement à la fois que les femmes investissent plus, mais pas toujours bien.
investissent en tout cas au Sénégal, mais pas toujours bien, et que dans le cadre de Corporate Women in Leadership, on a peut-être quelque chose à développer sur la formation et la sensibilisation des femmes à l'éducation financière, à pouvoir mettre en place effectivement des ressorts et des modes de pensée un peu différents pour pouvoir se mettre à l'abri leur famille de façon différente. Donc ça pourra faire partie effectivement des sujets qu'on développera en 2021 quand on aura la chance de refaire du présentiel, et que ce soit à la fois pour les femmes en individuel, mais aussi au sein de l'entreprise, puisqu'on a eu pas mal de questions aussi qui sont revenues là-dessus, et le fait de dire que les entreprises puissent accompagner leurs salariés sur ces sujets-là, et notamment sur cette notion d'éducation financière. Donc, oser aller demander à son banquier, oser aller demander à son patron et aller négocier un peu, oser rentrer chez CGF Bourse pour pouvoir mettre en place des investissements. Donc, je pense que ça pourrait être ouvrir un compte, voilà. Ça pourrait être le thème le mot du jour, c'est que, en tout cas, pour arriver à cette sécurité financière, si on ose, on y arrivera plus facilement. Absolument, absolument. Voilà, un grand merci à vous deux pour ces interventions qui ont été d'un excellent niveau et puis qui étaient bien complémentaires en tout cas dans vos approches à tous les deux, et qui nous ont permis d'avoir un bon éclairage. Je reprends les différentes questions qu'on peut avoir. On remercie Myriam, on remercie l'INSEE, on remercie Fréjus, Oulé aussi qui demandait quels étaient les types d'investissements passifs qu'on peut faire sans passer par les prêts bancaires et autres investissements en bourse classique. On l'avait évoqué rapidement quand j'avais parlé des quatre types d'investissement, mais alors c'est quoi autre que l'investissement en bourse classique? Il y a l'immobilier en fait. Il y a l'immobilier, et comme Edwin le disait, c'est de créer un business aussi qui puisse nous rapporter. Donc souvent ça, on n'a pas forcément, encore une fois, suivant le business, et je pense que Edwin est très bien placé pour en parler, mais suivant le business, on n'a pas forcément besoin d'un financement pour démarrer. On a peut-être besoin d'une sécurité, mais en tous les cas, créer quelque chose. Voilà, vous avez une idée, créer quelque chose. Il y a plein de gens qui ont changé leur activité, trouvé d'autres idées pendant le Covid. La meilleure matière qu'on a, c'est le cerveau. Donc, oui, réfléchissez et trouvez en fait. Alors, on a plein de sujets qui nous sont proposés pour nos prochaines sessions. On nous demande si on pourrait pas faire une prochaine session sur les domaines où les femmes peuvent investir, du genre partage d'expérience. Moi, je serais assez tentée de dire que les femmes peuvent investir dans tous les domaines, mais il n'y a pas de difficulté à ça. Et l'INSEE nous dit aussi comment déterminer sa valeur pour se faire payer à sa juste valeur. Donc effectivement, pouvoir faire travailler sur les éléments des négociations et le marché. Il faut regarder le marché. Pas les salaires pour le même poste sur le marché. C'est ça. Ouais. Et puis au niveau des entre hommes et femmes aussi, comment pouvoir à même niveau d'intervention, à même niveau de poste, comment pouvoir être sûr qu'on a négocié un salaire qui est équivalent à un salaire. Mais c'est ça. C'est un large sujet, mais très intéressant qu'on a tendance à minimiser. Et moi, je me suis vraiment rendu compte ces dernières années quand j'ai pris des postes avec beaucoup plus de responsabilités, que je me rendais compte, je me suis rendu compte à un moment simplement que j'étais pas suffisamment payée à ma juste valeur en fait. Et pourquoi? Parce que j'ai fait un benchmark, j'ai posé des questions autour de moi. Et il faut avoir l'audace, en fait, de demander. Même si on vient de rentrer dans l'entreprise il y a 6 mois, je sais que c'est délicat ce que je dis, que ça ne s'applique pas à tout le monde, mais il faut avoir de l'audace, en fait. Parce que c'est pour notre bien propre, en fait, et qu'on n'a rien à perdre à un moment donné, et on n'est pas obligé de se braquer aussi comme son employeur,
quand il a dit non. Ça veut pas, c'est pas la fin du monde, c'est peut-être pas le bon moment, mais il faut quand même demander aussi. Et il faut aussi être en veille sur le marché. Oui. C'est l'employabilité dont je parlais tout à l'heure. Oui, j'aimerais bien faire un peu de, enfin, c'est pas de la pub. Vas-y. Parlez du week. Le type d'investissement qu'on propose est un type d'investissement plus risqué que en bourse ou j'ai vu qu'en bourse parce qu'on investit dans des entreprises jeunes. Le modèle de Week Capital, c'est un fonds syndiqué, c'est-à-dire que pour chaque investissement qu'on va faire, le fonds agit comme l'investisseur principal parce qu'il a fait le travail de due diligence. Et après, avant d'investir, on va aller chercher des personnes physiques comme vous et moi qui peuvent investir dans l'entreprise en question. Donc, on n'a pas de ticket minimum pour le moment. On a des frais de gestion. Donc, ça, c'est un investissement passif parce qu'il y a une équipe de gestion, celle du fonds, qui gère et qui suit l'investissement. C'est plus risqué dans le sens où c'est des entreprises jeunes qui peuvent disparaître entre-temps. C'est plutôt des startups, mais avec un potentiel de rentabilité quand même beaucoup plus élevé. Et moi, je considère que là où le risque est très mitigé, c'est que il y a une équipe qui est là pour appuyer. Et puis, c'est des entreprises qui bénéficient de l'expertise Women Investment Club en général. On est un peu plus de 80 avec des expertises très diverses et variées. Et c'est des femmes qui vont donner du temps à ces entreprises qu'on est en train de financer. Donc, s'il y en a qui ont envie d'avoir un investissement de type plutôt alternatif et avec une vision long terme, parce que c'est de l'argent qui est immobilisé en général sur 6-7 ans, parce qu'on entre au capital des sociétés et on espère les accompagner sur une période plutôt longue, de façon à sortir au bout de 6 ans en moyenne. S'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi, je pourrais en dire plus. Mais c'est de l'investissement de type angel investor, avec une prise de risque quand même élevée. J'insiste, parce que c'est pas pour tout le monde. Je partagerai les contacts du WIC et Evelyne pour les gens qui peuvent être effectivement intéressés. Et tu disais qu'il n'y a pas de ticket minimum aujourd'hui pour. Pour le moment, on n'a pas fixé de ticket minimum. Peut-être que ça viendra à l'avenir, mais pour le moment, on n'a pas fixé de ticket minimum. Là, sur les investissements qu'on a réalisés, on a eu des tickets qui vont de 3 millions à 30 millions. Quoi. Ok. Et à l'inverse, si vous êtes entrepreneur et que vous avez envie de bénéficier d'un financement, approchez-vous aussi. Voilà. Et bien, on va arriver à la fin de cette brillante interview, mesdames. Merci beaucoup pour ces échanges, pour la qualité de ces échanges et puis pour vos visions différentes et complémentaires. Merci à tous de votre écoute encore aujourd'hui. Donc, Corporate Women in Leadership, on continue. La semaine prochaine, on va parler d'intelligence émotionnelle et on aura 2 invités qui sont Tissou Touré, qui est à Conakry, et Nabou Fall, qui est en Côte d'Ivoire. Donc, encore une fois, 2 femmes exceptionnelles. On aura peut-être des hommes à un moment aussi dans ces interviews. En tout cas, on vous remercie, et les hommes et les femmes, de nous écouter. Et puis, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Vous nous retrouverez donc la semaine prochaine à la même heure, à 15h30 sur le Facebook Live. Le lien, de toute façon, va vous être communiqué. Donc, si vous n'avez pas pu regarder cette interview en totalité, vous pourrez la regarder à nouveau et notamment sur la chaîne YouTube de Corporate Women également. Donc, on vous remercie en attendant de vous retrouver en live dans des vrais événements où on pourra échanger encore mieux. Avec plaisir. On vous remercie de votre fidélité et puis un grand merci à vous deux pour le temps que vous nous avez consacré cet après-midi. Un plaisir, merci à vous. Avec plaisir, oui. S'il y en a qui veulent poursuivre les échanges, voilà. Nous sommes là sur les différents réseaux sociaux. Communiquez, voilà, vos contacts à toutes les deux sur les réseaux. Elles sont à votre disposition, donc n'hésitez pas à partager avec elles. Elles sont très facilement joignables toutes les deux. Un grand merci à vous. Corporate Women in Leadership Live se termine et à bientôt pour une nouvelle, un nouveau moment passé ensemble. Et puis, au plaisir de vous retrouver tous. Au revoir. Merci. Merci. Merci.